nous concerter en fait dans un cadre où la crise climatique qui monte dans la conscience, c'est plus un sujet. Et là, on propose tout simplement d'aggraver la crise climatique en faisant un peu plus de béton. Donc du béton, c'est quoi? C'est du CO2. Quand on coule du CO2, c'est purement physique. On aggrave la crise climatique. Par ailleurs, on aggrave le phénomène de pollution sur les populations. Et donc, on aggrave ce qui nous permet la vie. Il ne s'agit pas de protéger la planète, il s'agit de nous protéger nous, en luttant contre ce projet. Nous protéger nous parce que protéger notre biotope, ce qui permet la vie, ce qui nous permet de vivre en fait. Donc, protéger notre cadre de vie. Ne pas être les humains qui l'aggravent encore. Alors j'ai lu là en feuilletant le document qu'on m'a donné en entrant que le début des travaux était prévu en 2031. 2031, ça veut bien dire, et ça veut être dit en fait à tous les frontaliers qui voient une solution à ce moment-là, c'est qu'en 2031, pour nombre d'entre nous, peut-être qui ont la chance d'être à la retraite, pour d'autres, on aura déjà changé, pour ceux qui travaillent à Luxembourg, ils seront de dessous, parce qu'il y a des transports. On est en train de parler d'une solution à très très long terme, début des travaux en 2031. Donc combien même ce serait une solution, ce n'est pas une solution pour nous, c'est une solution pour les futurs frontaliers qui seraient confrontés au même problème. Et justement, ce ne sera pas une solution pour eux, puisque là, j'ai donc lu dans le document qui nous est donné qu'un certain nombre d'enquêtes montrent que le temps de trajet sera amélioré. Et puis on a des associations environnementales qui ont diffusé des études contraires, que j'ai pas mis dans le document, et qui montrent au contraire que le temps de trajet ne sera pas amélioré, voire aggravé, puisqu'on a un phénomène de goulot d'étranglement à l'arrivée sur Luxembourg. Donc finalement, si ce projet n'a pas pour objet d'améliorer une mobilité, et là, il a pour projet d'améliorer autre chose. Et il a probablement pour projet d'améliorer l'économie locale, c'est-à-dire de créer des sorties d'autoroute, et puis, la maire de Florence, je sais pas, de Florence, ou également. Voilà, on a comme ça des élus qui sont très favorables à ce projet, parce qu'ils vont avoir des sorties d'autoroute, et puis du coup, ça leur permet d'imaginer qu'il y aura une implantation d'entreprises, etc. Sauf que nous, notre problème, c'est pas un problème économique, c'est un problème de mobilité. Et ça va aller capter des fonds dédiés aux mobilités pour régler un problème économique, puisque effectivement, on a de surcroît un problème économique sur ce territoire, mais ce n'est pas l'objet de cette réunion. Donc finalement, ma conclusion, c'est que j'espère, pour l'ensemble de ces raisons, que ce projet ne sera pas déclaré d'utilité publique, plutôt qu'il sera déclaré d'inutilité publique, puisqu'il est parfaitement inutile. Et puis si jamais il ne le dit pas, eh bien, ça veut dire que ceux qui avons peu de temps, peu d'occasions comme celle-ci pour pouvoir s'exprimer devant les instances de l'État, alors il nous faudra nous organiser. Et je pense que c'est le moment où la population qui va être impactée, où les associations environnementales qui vont prendre la parole, je l'espère rarement, où les élus qui sommes opposés au projet, nous devons dire au service de l'État, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle chargées de faire remonter justement au service de l'État, comment sont tous ces gens, alors dire on est déterminés. Et on est déterminé. Cet endroit pourra devenir un sujet si l'État persiste dans son erreur. Je vous remercie. Merci. 10 000 pages d'études, j'aurais dû à 4 800 pages d'études. Mais grâce à eux, on voit que le projet c'est catastrophique. Moi j'ai pris le temps de tout lire. J'ai tout détaillé. Et grâce à la DRAF, on sait que le projet est catastrophique par rapport à l'environnement. Il fait beaucoup de choses d'environnement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de projets, sortie de tunnels, mais il ne dit pas l'impact du tunnel. Il ne dit pas qu'à Florence, il y a 10 000. Excusez-moi. Il ne dit pas que. Il dit qu'on a protégé les habitants, on a un merlon. Il ne dit pas que derrière merlon, les gens disent il y a une forêt de Cardiff, où c'est classé SBC, où il y a 3 espèces protégées. Ils ne disent pas que qu'est-ce qu'on fait. Il dit on fait le code de l'environnement, que le code sonnaire, il va respecter l'environnement. Il dit le mot environnement, c'est global. Mais quand on dit le projet d'étude de l'agréable avec je dis bravo, vraiment bravo, parce que tout est détaillé, tout est clair. Et en plus, parce que là, il fait un petit résumé, je ne sais pas tout le temps, parce que j'ai dit tout ça n'a pas. J'ai trop pour partager. J'ai 3 minutes, il faudrait écouter les autres. Je vais commencer, j'ai pas fini. Je vais commencer par vous faire description de déclassement de 62 300 m3 d'espace boisé. Sur la page 179, 208. Je vais commencer par Tourville, par Terville. 150 m3 d'espace boisé SBC, avec 12% de la ville forestier. Je vais commencer par Florange, je vais vous résumer.
l'application directe, le tracé traversant la zone urbaine, mixte d'activité, ICSA, description de 10 200 mètres carrés de zone urbaine sur 11 500 mètres carrés d'éléments végétaux protégés. Ça ne va pas se considérer de forage. Après, on peut commencer dans le projet, il y a un impact entreprise, il y a un impact environnemental, il y a un impact au sol, il y a un impact, si on rajoute tous les impacts, il y a un impact énorme. Il y a même dans leur étude, ils te parlent sur le CO2, sur la part carbone, et puis eux-mêmes te disent que le projet est impactant. Il y a un impact économique pour les habitants, par rapport au péage, mais pas que le péage. Parce que quand, je sais pas, ils nous disent eux-mêmes que le projet, il est catastrophique. C'est pour ça qu'ils font la comptabilité du PLU. Ils modifient le PLU pour que le projet il passe. Parce que eux-mêmes, dans l'étude PLU Terre-Ville Florange, ils sont obligés de modifier le PLU. Tous les PLU du tracé sont modifiés. Pourquoi? Parce que l'ancien PLU, ils disent que le projet A31 bis, il n'est pas compatible. Bien sûr, il faut un projet pour nos enfants, pour tout. Mais vous savez que la mobilité, dans toute la France, on dit que la voiture, on dit que le projet au monde de demain. Luxembourg, financer le train, tout ça. Ils ont mis 0 francs pour la contamination. Et même lors de fortes voies, ils respectent leur climat par rapport à la forêt. Il faut des lois, ils respectent. Ils ont la forêt de. Je vais vous inviter à. La forêt de Terre-Ville. Je vais passer la parole à la forêt de Terre-Ville, il y a l'arrêté de 20 ans. À quoi ça sert d'arrêter? À quoi ça sert de faire des PLU? À quoi ça sert de faire des études pour l'environnement si on termine tout? Pourquoi on fait une page d'études? Ils ont surtout en disant oui, c'est important. Bien sûr, c'est important le projet, c'est très important. Moi, je projette à la frontière. Il va pas en plus, je suis responsable des travaux à Paris, de sonner les projets. Mais à l'époque, on parlait de la Montagne sur ville. À l'époque, on voulait un projet, on voulait en faire la cathédrale. Et une association des riverains, ils ont conseillé la cathédrale. Mais ils voulaient le projet, ils disaient que c'est important. Et grâce à l'association des riverains, à l'époque, je vous invite soit à conclure, soit à formuler une question, et vous pourrez prendre la parole après. Bravo par rapport à l'étude, parce que franchement, vous dites tout. Merci. Tous les impacts et tout. Merci beaucoup. Je voudrais surtout dire que ce projet est sans utilité publique pour une grande part, parce qu'au XXIe siècle, on sait que créer une autoroute ne fait pas évoluer les comportements en matière de mobilité plus responsable. Par ailleurs, comme l'autorité environnementale l'a souligné, ce projet n'est pas compatible avec les engagements de l'État, et parfois c'est bien que l'État tienne ces engagements, donc c'est pas compatible avec les engagements de l'État, en particulier en matière climatique et en matière de développement des mobilités propres. Bon, je pense que c'est important de le dire, parce qu'à un moment donné, proposer un projet qui n'est pas en phase avec ce que l'État nous propose et promet, c'est un peu discutable. C'est aussi un projet du passé, parce que, et pas une opportunité, sauf peut-être pour un futur concessionnaire. Peut-être pour ce concessionnaire une opportunité, pour les autres c'est moins sûr. On a parlé tout à l'heure de demi-mesures, et les demi-mesures, à mon avis, elles ne sont pas sur la route, et elles sont dans le ferroviaire et dans les autres modes de déplacement. Ce que vous nous proposez comme mesures dans le ferroviaire, par exemple, elles sont tout à fait insuffisantes si on veut effectivement répondre aux engagements de l'État et répondre au problème climatique qui est le nôtre aujourd'hui. Pour le reste, pour le monde économique et pour le racket péage, je laisserai à des personnes le soin de se positionner et de s'exprimer. Qui pollue notre environnement, qui abîme nos routes. Je suis sûre que non seulement vous libérez une voie d'autoroute, et ce serait une bonne solution. Le cas a été il y a quelques années quand le viaduc de Richemont a été en travaux. Le trafic international des poids lourds avait été dévié et l'autoroute était nettement plus agréable à pratiquer. En allant à la rencontre des habitants dans les quartiers directement impactés par le projet, donc à Florange et Terre-Ville notamment, Boucle du Millénaire, quartier des Acacias, Moulin des Banges, Avenue de Bretagne et Val de Terre-Ville. D'ailleurs, je lance un appel ici, si vous êtes contre le projet, venez nous rejoindre sur le terrain en action, en lien avec les associations qui ont pris la parole tout à l'heure et qui le prendront encore après.
Donc le constat ici est unanime, une très large majorité des citoyens s'opposent au projet et ne comprennent pas l'entêtement de l'État et des élus locaux. Ce sont aussi les frontaliers en premier lieu qui rejettent ce projet quand on va les voir et quand on discute avec eux. Alors nous portons ce soir la voix de tous ces riverains rencontrés qui sont très inquiets pour leur avenir face au bruit, à la pollution, aux coûts économiques et aux travaux. Cette autoroute ne réglera rien, les études le prouvent, l'ajout d'une autoroute supplémentaire ne fera qu'attirer de nouvelles voitures, ce qui créera encore plus de pollution. Cette pollution atmosphérique est déjà à l'origine de 40 000 décès par an en France et contribue au développement de pathologies graves, notamment le cancer du poumon, ainsi que des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Ce sont encore une fois les personnes qui galèrent au quotidien qui subissent la volonté des politiciens déconnectés. Les siècles d'industrialisation du territoire ont déjà causé de nombreuses maladies et contribué à la dégradation des espaces naturels, ainsi qu'à la disparition de nombreuses espèces animales. Un article récent du Républicain Lorrain le note, dans la vallée de la Fensch, les cancers et les maladies pulmonaires font des ravages. Je porte aussi la parole de milliers de jeunes du secteur inquiets face aux perspectives climatiques. Nous devrons assumer les conséquences des dégâts environnementaux provoqués par des décennies de recherche du profit et de bénéfices à tout prix, toujours au détriment des écosystèmes. Quelle perspective donnez-vous aux jeunes avec ce projet de nouvelle autoroute, sinon une aggravation supplémentaire de la pollution et de l'artificialisation des sols? Le projet de la 31 bis doit être abandonné. Il est temps de s'engager réellement dans la transition écologique en investissement dans des solutions alternatives, train, bus, covoiturage, télétravail. Et si ce projet passe en force contre l'avis du club, nous serons là pour l'en empêcher. Merci. La première question, si on voit dans vos simulations et sur les plans que les bus roulent sur les bandes d'arrêt d'urgence, pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Première question. Deuxième question, les gens ne vont pas au Luxembourg pour le plaisir, ils vont pour trouver du boulot, parce qu'ici, parce que c'est pas concurrentiel de monter une société de ce côté de la frontière. Est-ce que vous avez fait des simulations pour voir avec l'argent du coût de cette autoroute si on développait l'économie locale endogène? Une dernière question, vous avez dit qui aurait pu prédire il y a 30 ans ce qui se passe aujourd'hui. Dans un monde fluctuant comme on est aujourd'hui, où on ne sait pas du tout où on va, et on a l'IA qui se rajoute, qui va poser énormément de problèmes pour les cols blancs, comment pouvez-vous prophétiser ce qui va se passer dans 30 ans? Merci. Le débat, en tant qu'usager de la 31, c'est catastrophique tous les jours. Je me permets d'insister parce qu'on parle d'alternatives, on parle de solutions, de la 31. Il faut trouver une solution. On ne peut pas en rester là. Je suis d'accord avec vous, il faut rechercher une solution. Le statu quo n'est pas possible. Vous avez parlé, M. Zell, de multimodalité. Est-ce que c'est pour traiter le problème ou est-ce que c'est pour placer cette question sous les témoins? Parce que la multimodalité, on en entend parler depuis l'origine du projet de la 31, qui ne remonte pas à 10 ans de concertation, mais qui remonte à 1992. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans d'autres réunions. Il était effectivement projeté d'étudier concomitamment un développement du rail et un développement de l'autoroute, ce qui était globalement censé. Or, le développement du rail y a eu lieu, mais de l'autre côté de la frontière, je rappelle que côté luxembourgeois, nos amis ont créé 2 voies supplémentaires de Bétambourg jusqu'à Luxembourg, ce qui désengorge quand même pas mal les lignes ferroviaires. Ils ont créé également un élargissement de leur autoroute, donc eux, ils n'étaient pas victimes de l'inertie. L'inertie, on la connaît de ce côté de la frontière, on ne la connaît pas de l'autre. J'entends parler de faire routage, bonne idée, mais dans la réalité, avec nos 2 voies qui relient Thionville à Bétambourg, c'est impossible. Dans la situation actuelle, c'est impossible. Et il y a urgence à mener des réflexions. Il était question à une époque de réfléchir à créer une 3e voie, au moins une 3e voie entre Thionville et Bétambourg. Ça nécessite des acquisitions foncières, ça nécessite également une démarche multimodale telle que vous l'aviez expliqué, mais on n'en entend plus parler. Donc il serait intéressant de connaître votre position sur ce développement ferroviaire, sur ce développement de lignes qui permettrait la multimodalité que vous avez expliquée.
une question de forme. Quand on dit A31 bis, on pense à une deuxième autoroute. Je dis, s'il n'y a que des spécialistes, on a compris en quoi consistait le projet. Pourquoi l'appeler A31 bis alors que ce n'est qu'un aménagement de l'autoroute actuelle? Je me pose la question. Je pense que le profane, il est convaincu qu'il y aura une deuxième autoroute. Non, c'est un aménagement de l'autoroute actuelle, voire avec le tunnel qui passe sous Florence. Donc autant appeler les choses par leur nom. De même, en ce qui concerne la concession, nous-mêmes, nous sommes des spécialistes. Employons le mot qui n'a pas été employé jusqu'à présent, c'est transformer l'A31 en autoroute à péage. C'est plus clair pour le commun des mortels. Et les mots ont leur importance. Merci. Voilà, en ce qui concerne la plaquette, j'en ai parlé. La concertation aussi. Juste un dernier mot sur le télétravail, sur les projections. On parle d'avenir, on parle du développement éventuel du télétravail qui pourrait réduire les déplacements ou autres méthodes. Ne négligeons pas non plus un impact qui sera extrêmement fort sur le travail en général et que l'on sous-estime tous à l'heure actuelle, c'est l'impact de l'intelligence artificielle. N'oublions pas qu'on se projette sur une augmentation des trafics due à une augmentation du développement transfrontalier. Je vous fais le pari, hélas, que l'attractivité du Luxembourg va diminuer dans les années qui suivent. On en connaît déjà les premiers impacts sur des emplois de comptabilité, même dans les cabinets d'avocats, etc. C'est aussi une dimension à prendre en compte. Donc, programmer un développement, pourquoi pas, mais faire des projections en tenant compte des réalités, pourquoi pas non plus. Donc, pour résumer, un point qui m'intéresse, c'est la multimodalité. Vous l'avez très largement évoqué, il ne fait pas partie de la plaquette d'une manière très superficielle. Y a-t-il des projets autres que l'autoroute qui pourraient être menés concomitamment? Merci. Merci. La transparence des choix, la sincérité de la concertation, la prévention des conflits d'intérêts et la justification de la dépense publique. Ce projet repose sur un recours à la concession présentée comme un moyen d'aller plus vite. Je signale que les garants CNDP ont regretté une information parfois trop restreinte et que l'Agence de l'environnement a critiqué le périmètre de l'étude d'impact, l'examen des alternatives et la fragilité de la justification socio-économique du projet. Alors, Anticor demande trois choses, en fait. C'est la transparence complète sur les hypothèses financières, les garanties... les garanties d'impartialité sur la concession, la preuve que la concertation peut encore modifier le projet. Mes questions, donc, qu'est-ce qui peut encore changer réellement grâce à cette concertation? Pourquoi le choix de la concession est-il présenté comme acquis sans publication complète de toutes les hypothèses financières? Quelle garantie d'absence de conflit d'intérêts pouvez-vous donner dans la préparation et l'attribution future de la concession? Comment justifiez-vous le bon usage des deniers publics alors que l'étude des alternatives est jugée insuffisante? Et qui paiera si les hypothèses de trafic, de péage ou de rentabilité ne se réalisent pas? Je prends en considération ce qui se passe avec l'A69. Je vais retrouver les dérives des gouvernances et de procédures observées sur l'A69 devraient vous alerter. Et plusieurs signaux montrent qu'on pourrait retomber dans le même schéma. Et il est donc primordial d'avoir un consensus territorial solide. Pour résumer, prendre en compte toutes les demandes des associations. Le risque de vivre un chantier conflictuel, interminable et contesté pendant des années n'est pas envisageable, car au bout du compte, ce sera toujours le citoyen qui devra payer les pots cassés, à moins que les élites n'y mettent de leur poche. Merci beaucoup. Partagé avec le Luxembourg, vous avez parlé d'un projet de 440 millions d'euros qui est cofinancé par le Luxembourg à hauteur de 50%. Donc c'est un projet qui, techniquement, on est complètement en phase avec nos collègues du Luxembourg. Donc il y a déjà des premières phases qui ont eu lieu, puisque je vous ai dit, on était plutôt sur une base inférieure à 9000 passagers en pointe dans les deux sens. Et là, ce qui est effectivement déjà fait, puisqu'il y a eu des rallongements de quais
dans la gare de Metz. Il y a des nouvelles rames qui ont été acquises par la région Grand Est. Donc on va passer effectivement sur une offre capacitaire qui, dès 2026, sera effectivement une marche substantielle par rapport à ce qu'on a vécu les dernières années. L'objectif, c'est de passer de 8 000, 9 000 à une capacité à 22 000. Quand vous prenez ça, il faut quand même se dire qu'il y a des travaux qui vont se faire sur le territoire français. Il y a des différentes contraintes. La grosse contrainte, c'est le nœud ferroviaire de Thionville. Alors c'est comme sur un 31 bis, hein, c'est un peu le poids du passé. Il faut effectivement restructurer complètement ce nœud de Thionville. Il y a le sas de Bétancourt. Donc c'est vrai qu'il y a différents travaux en termes de signalisation. Donc certes, c'est des travaux sur une voie existante, mais c'est pour gagner en capacité, donc en termes de longueur de rame, en termes de capacité d'accueil dans les gares des différents usagers, et en termes de fluidité pour passer le nœud de Thionville et ensuite le sas de Bétancourt. C'est des choses qui sont complètement concertées avec nos collègues de Luxembourg. On ne pourra pas aller plus vite que ce qui est posé. Actuellement, c'est des travaux qui là aussi nous mènent au-delà de 2030, bien au-delà de 2030. Donc on voit qu'on est de toute façon en termes de temporalité, il n'y aura pas de projet qui ira plus vite que l'A31 bis, mais on pousse effectivement le maximum de ce projet-là. Et pour l'instant, ce qui est sur la table, c'est déjà quelque chose qui permettra effectivement un gap substantiel et sur lequel on est complètement en phase entre les techniciens de part et d'autre. Et donc c'est des travaux qui sont effectivement, pour la semaine dernière, il y a des travaux avec les collègues du Luxembourg pour avancer sur ce projet-là. Et c'est effectivement aujourd'hui le projet sur lequel on peut avancer le plus vite, avec une garantie de financement et avec une garantie technique d'avoir un projet qui va être interconnecté aux travaux qui sont faits du côté du Luxembourg. Sur la concession. Alors, pardonnez-moi, monsieur le directeur, je crois que dans la question de monsieur, il y a... C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut encore changer? Donc c'est quand même un point déjà quand même important à avoir effectivement en tête. Aujourd'hui, on a fixé un parti pris d'aménagement avec un fuseau, avec le temps dans lequel on considère effectivement que le travaux effectivement futur va se développer. Le concessionnaire va essayer d'optimiser effectivement aussi l'emprise de sa voie. Et il y a encore des choses qui peuvent changer, il y a encore des études potentielles. Et d'une part, il y a des choses qui peuvent changer à l'issue de l'enquête publique, hein, qui peut effectivement faire changer le projet qui sera déclaré d'utilité publique. Et ensuite, le concessionnaire lui-même mettra aussi son ingénierie pour revoir des choses, tenir compte de la concertation. Il y aura encore une enquête publique, puisqu'il y a une autorisation environnementale. Donc ce n'est pas le projet complètement définitif qu'on pose aujourd'hui, c'est la garantie de l'État, hein, qu'un certain nombre de vos contraintes, de vos attentes seront bien prises en compte par le concessionnaire. C'est comme dans ce premier sens qu'il faut lire effectivement la partie DUP, c'est-à-dire la garantie de l'État que sera repris dans le cahier des charges de la concession. Ensuite, la garantie de neutralité du concessionnaire. Le concessionnaire, il sera mis en concurrence. Et c'est un projet qui sera concurrentiel. Et quand on parle effectivement de prix de péage, des choses qui seront revues, puisque les entreprises entre elles vont effectivement essayer de faire les meilleures offres en termes d'optimisation de tracés, en termes d'optimisation de travaux, mais également sur l'offre en termes de péage. Donc c'est des choses qui ne sont pas inscrites, des choses qui vont encore bouger. Et justement, la mise en concurrence permettra effectivement d'avoir effectivement les prix les plus concurrentiels. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Merci Jean. La croissance ou le transport, parce qu'on parle beaucoup des voyageurs. Madame Marchandise, juste madame a évoqué le ferroutage, je regardais tout à l'heure. Bon, je vais vous donner maintenant mon avis, pourquoi je suis pour ce projet. D'abord, s'il se fait, je suis d'accord, mais pas comme ça. Je suis absolument pas d'accord avec le tracé avant le tunnel ou après le tunnel. À Thierville, on peut faire une tranchée couverte, elle ne coûtera pas plus cher que les surcoûts de la tranchée ouverte. Parce qu'il y en a plein. Hein, de nouvel échangeur, qualifié de complexifié. Écoutez, je me remercie, j'ai des problèmes de santé. Voilà. Donc, le nouvel échangeur, qualifié par les garants de complexifié, qui consomme beaucoup d'espace. Donc c'est la double peine, voire la triple peine, parce qu'en plus, hein, il ne respecte pas les engagements du préfet, qui s'est engagé à ce que toutes les fonctionnalités de l'échangeur soient préservées. C'est faux. Venant du tunnel, on ne peut pas sortir au 42 et on ne peut pas y retourner. Et c'est très important pour les Florangeois, parce que ça permettrait au maire de Florange ici et au maire du Cange d'interdire le transit des poids lourds
dans la ville. Hein, on parle de qualité de vie, les gens qui habitent rue de la Centrale, je ne sais pas s'il y en a, ils dérouillent. Hein, ils dérouillent. Et si le transit des colos serait interdit à Florence, ce serait dimanche tous les jours, 7 dimanches par semaine, vous vous rendez compte, hein, qui veut mieux. Hein, mais ce n'est pas le cas. Et à Florence, et aussi route de Thionville à Ucange, où les plafonds se décollent tellement les colos, ils vibrent, font des dégâts. Ça, ce serait possible. Puis ils passeraient par le tunnel, sortiraient au 42 et reviendraient vers Arcelor ou le port ou Saint-Agathe, en passant par la route de contournement, hein, qui doit être déplacée, reconstruite. Hein, faire et défaire, c'est aussi dépenser pour rien. Donc je pense que les surcoûts de la tranchée ouverte couvriraient largement le surcoût d'une tranchée ouverte, avec les avantages en plus, l'environnement, les oiseaux, les machins, tout ça, la pollution pour les terres vivantes, tout ça c'est supprimé, les nuisances supprimées, sans faire tout cher. Voilà. Merci. Maintenant je réponds. C'est pour ça que bon, je pense qu'on peut faire, mais alors beaucoup mieux sans faire plus cher. Et là c'est rare, il faut le souligner. Hein, voilà. Bon, je voudrais répondre sur quelques points que j'ai entendus, le ferroutage. Tout le monde confond, c'est aussi dans le transport. Hein, on a fait du ferroutage et du transport combiné. C'est pas pareil du tout. Hein, le ferroutage, c'est les camions sur les trains. Les Suisses ont arrêté. Vous vous rendez compte? La Suisse a arrêté au 31 décembre. C'est du transport d'un autre temps. C'est fini. Reste le combiné, c'est-à-dire les conteneurs qui sont posés, transportés du camion sur le train. Et encore, il y a une troisième variante, c'est-à-dire que sur les trains, on met la semi-remorque complète. Ça se fait avec en mais ça, des investissements phénoménaux, mais qui est phénoménal, que ça plombe le coût, et c'est marginal, ça ne marche pas. Voilà. Donc, assez argumenté, il y a très récemment, qui reprend un certain nombre de points, environnementaux, socio-économiques, etc., remettant un petit peu en cause, enfin, plus qu'un petit peu en cause, le projet tel qu'il existe. C'est une analyse, je dirais, sans concession, mais pas au sens du péage pour le coup, sans concession sur le plan du fond et de la forme. Alors, la question que je me pose, là, on est sur un débat, quelle est la place de l'autorité environnementale dans ce débat? Merci beaucoup. Encore une fois, cette concertation et les différentes concertations, je crois que ça fait 10 ans qu'on discute, je regarde les garants, 10 ans qu'on discute et le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui est le résultat d'une co-construction dans ces réunions publiques. Donc aujourd'hui, tous les avis que nous avons aujourd'hui nous permettent de co-construire un projet. Il est vrai que nous sommes sur les 2 dernières réunions publiques de ce type de projet, puisque c'est l'enquête publique. Mais pour ceux qui s'interrogent sur l'utilité de toutes ces questions qui sont posées, la preuve en est, et je pense qu'on n'aurait jamais eu un projet autoroutier avec un tunnel profond sous Florence s'il n'y avait pas eu toute cette concertation et ces discussions. Deuxième chose, dans le cadre de mon intervention, et je suis plutôt content d'être intervenu après M. Léonard, puisqu'effectivement je pense que l'Adréal mériterait, et j'ai tous les éléments puisque M. Léonard nous les donne, de regarder un petit peu les perspectives et les propositions de M. Léonard sur notamment les échangeurs, puisqu'il a fait un travail très argumenté sur carte et sur plan qu'il a livré aux élus locaux. Je pense qu'il les a aussi livrés à la préfecture. Je pense que dans le cadre de la commission d'enquête, ça serait intéressant de pouvoir les intégrer sur des propositions alternatives qui, notamment pour les entreprises, essayent d'éviter au maximum l'utilisation des fonciers des entreprises de la zone Saint-Agathe de Florange. Troisième sujet, et c'est une question que je pose à l'Adréal en tant que représentant de l'État, messieurs. On parle beaucoup de la multimodalité des modes de transport. Je fais partie de ces élus locaux et l'essentiel des élus locaux aujourd'hui rappelle que face à l'enjeu frontalier, il faut à la fois l'autoroute, à la fois le ferroviaire, à la fois le covoiturage, à la fois le télétravail. Et que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'engagement réel, c'est l'un et l'autre pour l'ensemble de ces enjeux. Aujourd'hui, nous avons, et ça a été rappelé, le CERM, le Service Express Régional Métropolitain. Malheureusement, je tiens à le dire en tant qu'élu engagé dans les discussions du CERM, nous n'avons toujours pas, et ça a été rappelé au département de la Moselle devant Monsieur le Préfet, nous n'avons pas d'engagement financier de l'État dans le CERM. De l'État français, j'entends bien. L'État luxembourgeois s'est engagé, l'État français ne s'est pas engagé dans le CERM financièrement. Donc moi je tiens à le redire dans cette concertation, où est l'engagement financier de l'État dans le CERM, puisque c'est effectivement important. Je rappelle qu'il y a des haltes ferroviaires à Lutz, à Florange,
le développement d'Ayange, un train jusqu'à Esch-sur-Alzette, qui est engagé et qui est en jeu dans le cadre de cet engagement du CERN. Donc je tiens à le dire, j'en profite, c'est l'occasion de rappeler effectivement où en est l'engagement financier de l'État dans le cadre du CERN. Et dernière question à ces messieurs de l'Adréal, j'ai fait une demande régulière dans le cadre des différentes instances sur l'étude pour la partie nord et pour la partie sud de passage en tranchée couverte pour la partie sud du tunnel profond jusqu'à la RD 952 dite rue nationale à Florange, puisque quand on regarde les plans et quand on regarde les cartes, pour le moment cela n'a pas été encore étudié par l'Adréal. Le préfet s'est engagé sur cette potentielle étude. Est-ce qu'on a un calendrier de cette étude pour la partie sud et pour la partie nord? Puisque aujourd'hui, j'entends l'engagement, mais je ne vois pas de calendrier pour ces études. Pour la partie nord, c'est effectivement entre Termille et Florange, pour le passage en tranchée couverte jusqu'à l'échangeur de l'Étoile. Je crois que c'est une demande d'un certain nombre d'associations, c'est une demande de l'association de sauvegarde du site de Bétange, c'est une demande des deux mairies de Termille et de Florange, où on est le calendrier de ces études. Merci à tous. Merci. La première, c'est quels sont les gains de temps réels attendus à 5 et 10 ans après la mise en service et pas seulement à l'ouverture. Une autre question sur pourquoi les seuils OMS 2021 sur la qualité de l'air ne sont pas la référence explicite de tout ce qui est évaluation sanitaire, comme l'estime l'autorité environnementale. Et j'ai une dernière question sur comment l'État justifie-t-il l'utilité publique si le bénéfice socio-économique pour les usagers légers est jugé quasi nul par l'autorité environnementale également. Merci beaucoup pour ça. J'en suis l'ancien maire, donc, et opposé à la réalisation de ce projet autoroutier dans le Nord-Mosellande depuis dès le début, parce qu'il faut faire un rappel un peu de calendrier. Premier rappel de calendrier, on parle d'un nouveau projet autoroutier sur le Nord-Mosellande, mais pas seulement sur le Sillon-Lorrain, depuis au moins 1999, on parlait d'un 32. Donc il y a eu, c'est pas 10 ans, c'est bien plus. Ce qui veut dire, je suis d'accord, que c'est un projet du passé. La deuxième chose, c'est l'échéance, puisque quand on voit le calendrier que vous avez présenté, il est évident qu'on sera au-delà du seuil de saturation que vous avez vous-même annoncé, puisque j'ai pu comprendre qu'on aurait la mise en opération vers 2033 ou 2035. Donc on est hors cadre également. Et puis il y a aussi un troisième élément, c'est que des études essentielles n'ont pas été réalisées. Pas seulement, et ce serait important bien sûr, hein, l'entrée nord et l'entrée sud du tunnel, mais ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental, qui ne sera faite qu'une fois le concessionnaire choisi, et c'est quand même un élément essentiel qui aurait été, rien n'empêchait d'ailleurs qu'elle soit réalisée à ce stade de la première enquête publique. Le deuxième élément aussi qui nécessiterait une étude, parce que le diable est dans les détails, bon, si le projet se fait, le fait de passer en tunnel profond sur Florange, effectivement, diminue, ne supprime pas, diminue les nuisances, mais pour autant, la faisabilité technique du tunnel de Florange, moi je vous pose la question, vous avez mis le principe, mais la faisabilité technique n'a pas encore été aujourd'hui démontrée et il faudra qu'elle le soit. Parce qu'il y a la nature des sols, je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps. On a 3 minutes, c'est pas possible. Et puis, il y a un dernier sujet, j'espère que le représentant des entreprises qui est présent, que je salue, aura l'occasion de rappeler l'enjeu. Mais non seulement ce projet ne réglera pas les problèmes de modalité vers le Luxembourg, vers la frontière, mais en plus, le nouveau tracé qui a été retenu a un impact extrêmement négatif sur des centaines d'emplois et de nombreuses entreprises. Ce qui veut dire que tous les efforts que nous avons réalisés, les élus locaux, pour diversifier le tissu économique, que ces entreprises ont réalisé pour créer des emplois et se développer sur la zone Saint-Agathe, sont menacés. Alors certes, il y a une nouvelle zone qui est prévue, sur du terrain agricole, 25 hectares, et où je me pose d'ailleurs la question, mais là c'est vraiment une question d'actualité, le Conseil constitutionnel vient de retoquer un certain nombre de dispositions de la loi dite de simplification administrative, et il y avait des choses qui concernaient la loi ZAN,
et je ne suis pas certain que ça n'ait pas d'impact non plus. D'ailleurs, la zone proposée pose beaucoup de questions également, mais ce n'est pas l'objet de l'enquête publique qui est formée là, sauf que on aura reparlé dans le cadre de la mise en conformité des PE. Donc voilà, sur le fond, et je termine, sur le fond, effectivement, j'invite le maximum de gens à s'exprimer. Le combat n'est pas fini, il faudra sans doute le mener, mais j'espère que la sagesse l'emportera et qu'on arrêtera avec cette solution du passé. Alors pourquoi commencer? Monsieur Léonard, vous êtes la primeur du premier à prendre la parole, je vais vous répondre en premier. Vous posez des questions légitimes sur la conception des échangeurs. Je tiens à rappeler peut-être une chose, sous le regard aussi de la commission d'enquête, c'est que la déclaration d'utilité publique, c'est une zone foncière, ce qu'on appelle le fuseau d'utilité publique dans le dossier, dans la pièce des plans, avec des fonctionnalités. C'est-à-dire, je suis désolé d'utiliser ces mots-là, mais c'est obligatoire, avec donc l'obligation de faire un mur anti-bruit ici, des échangeurs ici et ici. Donc il n'y a pas de création d'échangeurs outre que ceux de raccordement d'ailleurs, dans le cadre du projet. Et il y a juste les mouvements permis par les échangeurs. Et donc ensuite, dans le cadre du fuseau qu'on a défini, et en respectant les mouvements qui sont dans le dossier, alors le concessionnaire aménagera et refera la conception lui-même des échangeurs dans ce cadre-là. Et donc les visuels, et c'est d'ailleurs, vous l'avez vu dans le diaporama, on met le visuel strictement explicatif, parce qu'on est obligé de montrer qu'une conception est faisable, qu'une conception est possible à coût et impact limité, que les mouvements qu'on dit qu'on peut rétablir ou établir, c'est faisable de le faire, mais ensuite c'est le concessionnaire qui fera la géométrie fine de tout cela. Elle ne sera pas plus fine que nous par rapport à ce qu'on... mais elle pourra être différente en optimisant, là on commence à répondre à d'autres questions, les coûts et les bénéfices, et par exemple l'impact, je passe maintenant à l'échangeur du Sud, mais vous en avez parlé, l'impact sur la zone Sainte-Agathe, c'est qu'aujourd'hui on est obligé de présenter une conception qui respecte les référentiels de conception, qui respecte les normes au cordeau, si vous voulez, sans dérogation, et il y aura peut-être que le concessionnaire lui-même fera peut-être une preuve d'innovation que nous on n'a pas fait aujourd'hui peut-être que vous y contribuerez, pour faire mieux, entre guillemets, et je suis sûr que lui, il cherchera à réduire l'impact, parce que ça coûte, en fait, d'acquérir des emplois, ça coûte humainement, ça c'est je pense la première chose à dire, et ça coûte ensuite économiquement aussi à l'opérateur qui va le faire, plus il y a d'impact, plus ça lui coûte. De l'État dans le cadre du CERN, vous savez que pour ce qui est des projets qui sont déjà actés, ça, les engagements financiers sont déjà là, je ne vais pas vous l'apprendre, et vous savez que c'est même nous qui payons à chaque fois, vous savez aussi que pour les luxembourgeois, vous connaissez le fonctionnement de nos études et de nos travaux, c'est-à-dire quand on fait des travaux, on engage des crédits, les luxembourgeois nous remboursent une partie, donc vous savez que les luxembourgeois ne peuvent pas mettre d'argent avant nous. Donc quand les luxembourgeois dépensent, c'est forcément qu'on a dépensé avant, et donc ça c'est quand même une chose importante. C'est vrai que pour le reste, vous avez raison, et ça je ne peux pas vous répondre, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas vous répondre ici, sur qu'est-ce qui se passe pour la suite. Quand l'autorité organisatrice des transports que vous dirigez avec la métropole de Metz, la métropole de Nancy, la région Grand Est et l'État déposeront le dossier de statut du CERN. Aujourd'hui, on parle d'éléments fiscaux, éventuellement de subventions dans le cadre des contrats de plan. Est-ce qu'il y aura d'autres choses? Est-ce qu'il y aura d'autres engagements? Ça fait partie du débat législatif en cours sur la loi 4 transport. Ça fera partie aussi des annonces, j'imagine, du gouvernement quand les premiers dossiers de statut sortiront, mais vous savez qu'on ne peut pas vous répondre maintenant. Et ensuite, je vais demander juste à Anaïs de mettre le diaporama numéro 59, s'il vous plaît, sur les variantes du tunnel. Bon. Sur le nœud sud, on est arrivé quasiment jusqu'à la route. Peut-être qu'on va pouvoir, le concessionnaire va pouvoir encore continuer, mais en tout cas, on est arrivé assez proche. Ce que je vous montre, c'est les variantes de 2022. C'est-à-dire, juste avant la concertation, quand on présentait plusieurs aménagements possibles au sein des fuseaux qui sont présentés à la concertation publique. Ça, c'est un dossier aussi, et puis vous l'avez vu de toute façon par avant. Et donc, il y avait plusieurs tunnels, vous vous rappelez, F4, C1, C2, C3, C4, je ne vais pas vous le faire trop long. Et vous savez qu'à ce moment-là,
les études qui vous ont été présentées, le débat politique aussi, a permis de choisir le tunnel profond qui a été présenté ensuite à la concertation publique, et parce que les autres ne sont pas faisables économiquement, et trop complexes, et ne permettent pas en fait d'équilibrer la concession, ça coûte trop par rapport ensuite à la manière dont le péage peut les financer. Et c'est pour ça notamment, alors on ne parle pas des mêmes enjeux au nord et au sud sans doute, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas, on a retenu le projet C4, qui a déjà été légèrement allongé pour pouvoir protéger les habitations au sud et pouvoir aussi s'allonger aussi un petit peu au nord de plusieurs dizaines de mètres en réalité, on a évoqué ensemble plusieurs reprises, mais on ne peut pas aller jusqu'à l'échangeur plus haut pour des questions de faisabilité économique. Et puis vous savez maintenant aussi qu'il y a aussi des questions, la borne au sud qui limite l'allongement de la tranchée couverte, c'est le ruisseau du Crisbach, c'est pas cet endroit-là, au-dessus duquel on doit passer avant de pouvoir descendre, et le but c'est de ne pas l'impacter, et donc de ne pas le toucher, et donc on ne peut pas reculer le tunnel. Et de l'autre côté, dans le nord, vous savez qu'il y a aussi l'échangeur qui vient juste après, et donc on ne peut pas avancer indéfiniment. La tranchée couverte, au-delà de la question de faisabilité économique, il y a aussi des normes, on ne peut pas avancer non plus la tranchée couverte plus loin pour des causes de distance avec l'échangeur qui vient ensuite et qui sont exposés dans le dossier et qu'on a évoqué aussi dans le cadre des concertations, c'est pour ça que je me permets d'en reparler maintenant, et c'est pour ça que le projet qui est présenté à l'enquête publique est celui-ci, et qu'il n'y a pas d'études concrètes en cours pour pouvoir regarder le prolongement de plusieurs centaines de mètres, puisque les études ont déjà été faites il y a déjà quelques années. Que j'intervienne, on l'a dit qu'on... Pardon, notamment, je vous en prie. Oui, donc sur la place de l'autorité environnementale, donc l'autorité environnementale formule un avis, donc en amont et de l'enquête publique. Donc vous avez sûrement effectivement pris connaissance, j'ai bien compris, de son avis. Il y a également donc, une réponse point par point qui figure dans le dossier, et donc y compris sur les questions de rentabilité. Donc on a répondu, c'est notre travail, de répondre point par point à toutes les observations de l'autorité environnementale. Et donc une fois effectivement que cet avis est posé, qui éclaire effectivement la possibilité effectivement pour le public d'aller effectivement d'être interpellé sur certains éléments du dossier, on y apporte des réponses point par point, et donc l'ensemble a bien été couvert, et donc je vous invite effectivement à prendre connaissance de la réponse qu'on a apportée point par point à l'avis de l'autorité environnementale. Au-delà, l'autorité environnementale ne participe pas effectivement au-delà à le dispositif d'enquête publique. Oui, mais bon, c'est effectivement le fait que c'est une autorité indépendante qui a effectivement une production écrite. Elle s'est rendue sur le terrain, elle a rencontré effectivement un certain nombre d'acteurs, elle s'est effectivement imprégnée complètement du dossier, elle a interagi avec nous, et donc effectivement l'avis effectivement qui est porté, nous on a fait en sorte qu'on puisse y répondre et que le dossier effectivement soit bien en phase avec effectivement ce qui est posé au niveau de l'avis de l'autorité environnementale. On a apporté des réponses point par point. Concernant la comptabilité avec le ZAN. Donc aujourd'hui, ce qui est effectivement envisagé, puisqu'on a projeté effectivement des compensations financières, des foncières sur la zone de Sainte-Agathe, actuellement il y a environ une vingtaine d'hectares qui seraient concernés par des délocalisations et donc par l'obligation d'aller effectivement retrouver des terrains, donc en terre agricole, et donc c'est ce qu'on appelle effectivement le ZAN, et dans le cadre de la loi sur la simplification de l'action publique, ce qui est prévu, c'est qu'au niveau des SCOT, il y a une marge de 20% qui est effectivement activable par les élus, et donc aujourd'hui, quand vous prenez effectivement sur la compensation foncière qui est effectivement posée dans le cadre du SCOT et qui est compatible avec le SRADET, quand on prend effectivement la marge effectivement de 20%, on arrive à absorber les 20 hectares qui sont effectivement touchés par le flux d'eau du projet routier sur la zone Sainte-Agathe. Donc aujourd'hui, on a effectivement les dispositions qui permettent de montrer effectivement que le dossier il est compatible avec la loi ZON. Dans une déclaration commune le 5 mai dernier, 25 associations et collectifs nationaux et locaux ont demandé l'abandon du nouveau contournement ouest de Thionville.
l'abandon du projet qui en découle, de ZAE, vous en avez parlé, mais vous avez oublié de dire qu'elle était à proximité de l'allée des Marronniers et du parc de l'Étanche qui sont inscrits au monument historique. Et elles ont demandé la mise à 2 fois 3 voies en priorité adéquate au covoiturage entre Thionville et la frontière, dans la continuité de la 3 luxembourgeoise. Elles ont aussi fait des propositions qui ont déjà été faites de nombreuses fois lors de précédents comités de pilotage et dans des courriers communs, à savoir la mise en place d'une rambarde modulable, 3 voies plus une voie, entre la sortie 42 et Richemont. L'étude d'un tunnel pour la traversée de Thionville. Et de façon plus globale, comme le demande l'autorité environnementale, une optimisation de la 31 existante, des échangeurs et des accès. Voici ma question. Pourquoi l'optimisation de la 31 existante, des échangeurs et des accès, n'a-t-elle pas été comparée plus sérieusement au contournement? Et je me permets de rebondir sur ce qui a été dit sur la dénomination à 31 bis, qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas qu'une affaire de marketing, puisqu'on induit le public en erreur, en faisant croire que le projet proposé suit le tracé actuel de la 31, alors qu'on construit un contournement de 8 km qui a un impact très lourd au niveau de Florange-Éterville, donc au détriment des Florangeois d'Étervillois, pour alléger les Thionvillois, ce qui est évidemment un propre scandale. Je vous remercie. Merci. J'ai 2 questions, une pour l'Adréal, à savoir, on est à peu près tous au courant que c'est un projet écologique clairement catastrophique, pour de nombreuses raisons, on ne va pas se le cacher. Vous parliez notamment du fait qu'on est sur une saturation qui est comparable à l'Île-de-France. Je viens d'Île-de-France. Il y a des projets ferroviaires que sont le métro, le RER, les TER, de nombreux projets qui sont actuellement en Île-de-France. Pourquoi on n'a pas cette ambition de faire comme en Île-de-France, justement? Merci. Ça, c'est une première question. Juste une dernière question, mais cette fois-ci, si c'est possible pour la commission d'enquête. Si vous avez déjà des conclusions, même brouillons, concernant l'impact écologique. Et si oui, si on peut les avoir a priori. Merci. Alors moi j'aurais 2 observations et 2 questions. Je vais essayer de faire ça en commençant parce que tout le monde a envie de la faute. La première, ça va vite, c'était ce qui me était dit, si vous considérez que les flux entre Thionville et Luxembourg approchent de l'Île-de-France, je m'envoie à regarder ce qui se passe et ce qu'ils font dans la Grande Couronne. Les derniers élargissements, on en a fait il y a 25 ans, ça ne fait strictement rien, ça n'a rien résolu du tout, et du coup maintenant non seulement on n'en fait plus, on met tout sur le Grand Paris, et les autoroutes même, on les démonte. Donc voilà, je m'encourage un peu à regarder ce que dans la capitale, et peut-être même plus proche de nous, dans le Luxembourg, ils font, et de vous en inspirer. Deuxième remarque aussi, c'était la présentation qui a été faite au début, il y avait des diapositives qui posaient problème, manquait de sincérité. C'est celle où vous présentiez le camembert sur la répartition modale, où vous laissiez apparaître qu'il y a 74% de trafic routier. Alors ça, c'est dans l'ensemble des flux frontaliers. Le problème, c'est que les flux frontaliers, c'est pas que du Luxembourg, c'est pas que la route, c'est pas que la 31. Et en fait, c'est ce que ça a laissé entendre, c'est bien clair pour tout le monde, en fait, la 31 c'est qu'une petite partie. Et donc non, elle n'est pas hégémonique comme ça apparaissait ici. C'est de toute façon, à l'heure actuelle, elle a un débit à peu près équivalent à celle de l'offre ferroviaire, même si les deux saturent. Donc voilà, c'est pas comme si, de toute façon, le gros de l'autoroute, elle reste un peu de la vie. Alors s'agissant des questions maintenant, c'est pour revenir aussi dans le giron de l'autorité environnementale, qui a été un peu étayée devant, mais par rapport aux insuffisances qui avaient été relevées et exposées sur les éléments environnementaux notamment. Et en particulier du coup sur la zone naturelle qu'on trouve entre l'Esquive et Éterville et autour du château de l'Étange. Quelles sont les mesures mises en place, ou comptez mettre en place pour notamment éviter, réduire ou compenser les saccages environnementaux qui vont être faits? Quand comptez-vous les porter au public éventuellement? Voilà. Et puis une dernière question aussi qui était rapportée par l'autorité environnementale et qui est assez fondamentale. Elle remettait en question l'utilité du projet en disant que finalement il servirait surtout éventuellement à la puissance publique et surtout aux concessionnaires. En fait, moi ça me fait penser à un truc, c'est que ces dernières années, l'utilité du projet, on a un peu beaucoup parlé. On a essayé d'évoquer la
La dernière fois, le préfet de l'époque a clairement ostensiblement montré que c'était hors sujet pour lui, donc il ne voulait pas entendre parler. Officiellement, c'était évoqué en 2015. Moi, j'y étais, j'ai pas de grand souvenir de ça, c'était un projet différent, on était dans ce plan. Et donc, bah, voilà, toutes les remarques qu'on avait fait la dernière fois qui ont été jetées aux toilettes, c'est du coup les scientifiques de l'autorité environnementale qui s'en chargent. Et la question, c'est s'il n'y a pas de gain pour les usagers, comment peut-on considérer que le projet A31 bis serait d'utilité publique? Ce soir, j'ai apporté plusieurs éléments qui sont dans l'étude environnementale. Le premier, c'est le milan royal, qui est une espèce protégée et qui va être touchée par le tracé. Puisqu'on ne parle pas que de l'air, il y a aussi des espèces qui sont dans l'eau qui vont être touchées. Donc ici, on a une troisième espèce qui est un crapaud protégé aussi, le sonneur à ventre jaune, que vous allez aussi toucher. Troisième espèce ici, pour ceux qui aiment les chats, on a sur nos territoires les chats forestiers sauvages, qui sont présents aussi ici, et que vous allez aussi toucher. Encore une espèce, il y en a 6 au total, je vais essayer de faire vite. Des chauves-souris aussi, qui sont ici protégées, qui sont sur les tracés, et que vous allez toucher. Et puisqu'il y a des animaux, il faut savoir qu'il y a aussi des insectes qui vont être touchés. Alors, les animaux, c'est bien, mais les insectes, ça nous fait aussi survivre. Et donc ici, on a une menace sur des papillons, les cuvrés des marais, qui vont être aussi touchés par le tracé. Et donc, ces espèces ici vivent sur notre territoire. Elles sont protégées. Pourtant, ce projet va exploser leur habitat. On va artificialiser davantage les sols, fragiliser un équilibre écologique déjà fortement abîmé dans notre vallée. Il faut savoir qu'on a été déjà touché par l'industrie et qu'on essaye de décarboner au maximum. Et vous allez à l'encontre de ces lois, clairement, de décarbonation. Comment on peut encore considérer qu'une comment on peut encore considérer qu'une nouvelle autoroute à péage peut constituer la meilleure réponse sur notre territoire, alors que même l'autorité environnementale a souligné des insuffisances importantes sur les études alternatives, c'est souligné en rouge, en noir, dans toutes les couleurs, notamment sur le multimodal et sur le ferroviaire. C'était la première question. Ensuite, ce projet ne touche pas uniquement des arbres, des animaux, des insectes. Il touche aussi les humains qui sont ici présents, il touche les habitants. Des riverains qui verront une autoroute passer juste à côté de chez eux, avec le bruit qui va avec. Des familles avec des enfants qui vont pouvoir respirer de la pollution en plus, et donc des cancers, des nuisances sonores. Vous avez aussi ce trajet, c'est un scandale je trouve, qu'il y a sur ce trajet 2 écoles, pas une école mais 2 écoles, celle de Derville et celle du Cange, qui sont sur le trajet et qui vont être touchées. Donc vous allez faire respirer à des enfants de la pollution en plus. Vous avez aussi des habitants à Derville qui n'arrêtent pas d'alerter, mais on ne les écoute pas, sur des maisons argileuses, c'est-à-dire qu'il y a des sols qui sont argileux, et les maisons sont fragilisées déjà, certains sont touchés, il y a des assurances qui essaient de rembourser des choses, mais il n'y a rien. Donc il y a aussi des Dervillois qui vont être fortement touchés par ces sols argileux. Et aussi on parle de santé publique. Dans la vallée de la Fèche, il y a eu un article récent dans le Républicain Lorrain, où les cancers pulmonaires et les maladies respiratoires font déjà des ravages, et donc la santé et la durée de vie est réduite dans notre région, il faut le savoir, il y a une étude qui a été levée. Et j'ai pas fini. Je vous invite à conclure, s'il vous plaît. Merci. Ouais, je vais conclure. Oui. Comme cela a été récemment rappelé dans la presse locale, du coup, dans un territoire déjà fragilisé par des décennies d'industrie et de pollution, est-ce qu'il est vraiment raisonnable d'ajouter davantage de trafic routier, de le faire payer à 8 € aux travailleurs, davantage de pollution atmosphérique et davantage de nuisances sonores? Et tout ça pourquoi? Pour des personnes et des entreprises, c'est-à-dire le concessionnaire privé. Il faut rappeler que le concessionnaire privé, c'est Vinci, qui va toucher du coup des bénéfices. Alors ce soir, il faut rappeler quand même une chose assez simple, et je conclus. Oui. Ces animaux que je tiens entre mes mains, ces habitants ici présents dans la salle, cette biodiversité publique, elles ont le droit d'être défendues. Alors je pense, et je vous pose la question, est-ce que les intérêts des habitants de la santé publique est inférieur aux intérêts économiques des entreprises pour lesquelles vous, aujourd'hui, voulez absolument accélérer le projet? Merci. J'ai énormément de questions. Malheureusement, personne ici n'est capable de m'apporter de réponse.
bien que l'Adréal m'a apporté un morceau de confirmation de nos craintes. En gros, nous, entreprises, depuis qu'on essaye d'obtenir des informations, on est un petit peu comme un bateau qui navigue en pleine mer, dans le noir, sans boussole. Et la seule chose qu'on nous répond, c'est laisser faire, on verra bien comment ça se passe après. On n'est pas d'accord, les seuls qui sont capables de faire ça, laisser faire, on verra après, c'est l'État. Et quand on voit la situation économique du pays aujourd'hui, on a juste à pas forcément s'en réjouir. J'ai ensuite 2 commentaires et une correction à apporter. D'abord une correction, vous dites, et je reprends vos termes, ce sont les décideurs locaux qui font vivre le territoire. Alors celle-là, elle est bonne. Je voudrais pas savoir depuis quand. Pour moi, jusqu'à ce qu'on arrive à me prouver le contraire, ce sont les entreprises et les gens qui travaillent dans nos entreprises qui font vivre le territoire. Ensuite, je vous félicite, vous devez avoir un paquet d'experts et d'ingénieurs pour sortir un dossier synthétisé en 6000 pages. Synthétisé en 6000 pages, c'est fabuleux, j'adore. Bon, ça, sans commentaire là-dessus. Dernier point, avant d'en arriver à une question quand même. Vous avez utilisé à maintes reprises le terme de projet cohérent. Projet cohérent, projet cohérent. Alors, j'ai un document. Parce que dans 5 ou 6 000 pages, compliqué de sortir une page, elle est ici. Donc c'est la page 189 de l'étude d'impact. Où là on voit la zone Saint-Agathe coupée en 2 par le tracé. Alors pour la petite anecdote, l'Adréal a quand même pondu des plans sur des plans, enfin des tracés sur des plans cadastraux pas à jour, à l'origine du projet. Et donc là, on voit sur cette page 189 la zone coupée en 2, et on lit noir sur blanc. Le projet A31 bis permettra d'améliorer la desserte locale des zones économiques. Il sera un véritable levier pour mieux desservir les zones attenantes situées à Metsange et au Supergreen. Donc on supprime la moitié d'une zone pour permettre l'accès à une autre. Alors je vous pose la question, monsieur Gadréal, est-ce cohérent? Merci beaucoup. L'autoroute payante. Donc ceux qui viennent de Metz, une fois arrivés à Richemont, comment vous allez les inciter, les encourager à tourner à gauche pour aller chercher le tunnel payant, alors qu'il suffit de tourner à droite, de traverser l'entrée de Thionville jusqu'au Géric, là sortir, aller prendre le Saint-Michel et prendre tous les villages, traverser tous les villages, et ça, je ne peux même pas dire saturer le réseau parce qu'il l'est déjà aujourd'hui. Et tous les gens, j'imagine, Florange, Hayange, Famay, j'imagine absolument pas, je les imagine pas aller prendre l'autoroute alors qu'ils peuvent déjà prendre les chemins qu'ils prennent aujourd'hui, et de toute manière, ils gagneront certainement pas plus, ils perdront certainement pas plus de temps. Bon, moi j'habite Échrange, donc proche de la frontière luxembourgeoise. J'ai la chance de ne pas prendre l'autoroute parce que pour circuler sur Thionville, je passe par le Saint-Michel. Et donc je ne subis pas les bouchons. Mais mon fils, et j'ai la chance de ne plus travailler, donc mon fils par contre habite dans le village, et même en habitant là, donc on n'est absolument pas concerné par l'A31 étant donné qu'il va chercher l'autoroute à Dulange. Même là, il met 1h30 pour arriver à Grevenmacher. Donc les problèmes, là on parle que des problèmes qui sont sur l'A31 et pour arriver sur l'A31, mais les bouchons, ils sont déjà, ils sont encore bien après. Donc le réseau, il est complètement saturé. Je n'imagine pas comment l'A31, avec cette idée de continuer à faire circuler les automobilistes seuls dans leur voiture, c'est absolument pas une solution. Il faut vraiment, mais vraiment encourager les bus et les covoiturages en mettant une voie comme au Luxembourg qui leur est dédiée, en mettant comme au Luxembourg des incitations, de la répression pour ceux qui ne respectent pas la voie réservée au covoiturage, et surtout ne pas mettre de péage.
Quant à la saturation Thionville, aux heures de pointe qui sont de plus en plus longues, je comprends bien, on a rajouté plein d'entrées d'autoroute, d'entrées de sorties d'autoroute pour justement toutes ces zones commerciales qui aggravent le trafic et provoquent les bouchons. Pourquoi pas faire encore une fois comme Luxembourg, nos voisins, qui, aux heures de pointe, mettent des barrières et empêchent l'accès de cette traversée de Thionville pendant les heures de pointe, et ça permettrait aussi de réguler sans devoir faire un tunnel. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres solutions qui sont possibles sans ce projet de tunnel qui est pharaonique et qui, bon, comme on l'a entendu, va provoquer énormément de dégâts sur la faune, la flore et sur nous en premier. Donc peut-être chercher d'autres directions beaucoup moins coûteuses. Et le projet de péage, les gens, j'imagine mal qui dans la salle voudra payer l'autoroute alors qu'il pourra continuer à prendre le réseau secondaire qui déjà aujourd'hui est saturé. J'ai un voisin, la petite anecdote. Merci madame. La petite anecdote, j'ai un voisin. S'il vous plaît, on s'écoute s'il vous plaît. Un voisin qui habite dans ma rue, donc Eschrange, Canfun, 5 minutes. Il travaille à Canfun, il doit être à Canfun à 8h le matin, il part de chez lui à 7h. Parce que justement, arriver jusque la patte d'oie à Volmerange-Ligny, eh ben, on ne sait jamais. On ne sait jamais à quelle heure, il sait jamais à quelle heure il va y arriver. Et encore, lui ne se dirige pas vers le Luxembourg. Il redescend sur Canfun. Mais rien que ces 3 km-là, c'est l'enfer. Merci.